Alors bonjour Quentin Mazel, je suis ravie de t'accueillir dans ce beau lieu mythique du cinéma, donc le Club 13, qui a accueilli avant nous des personnalités renommées, pour ne pas les citer, Chaplin, Kubrick, Scorsese, Coppola. Bon voilà, donc on est en bonne main, mais néanmoins on va plutôt nous faire une discussion informelle en prenant le thé. Voilà. Donc, toi, tu es chercheur postdoctoral actuellement et tu as fait une thèse qui s'intitule L'exercice de la passion, enquête pluridisciplinaire sur le monde du cinéma de genre français, soutenue à Paris 3 en 2021. Donc, un titre alléchant. Avant de partir sur l'exercice de la passion, je voulais te demander d'abord ce qu'est pour toi le cinéma de genre. Alors, l'expression cinéma de genre, elle s'inscrit en fait dans une série de couples d'opposition où on va d'une part opposer un cinéma qu'on anticipe ou qu'on considère comme sériel, un mode de production industriel, qui serait un peu le typique d'une culture de masse. Et de l'autre côté, on oppose généralement un cinéma d'auteur, artistique, qui se voudrait un petit peu indépendant de toute ensemble de détermination économique, politique, éthique, etc. Voilà. Et donc, on aurait un cinéma commercial de genre d'un côté et un cinéma d'auteur artistique de l'autre, caractérisé essentiellement par un désintéressement. Ça recouvre aussi un autre type d'opposition, c'est que on pourrait avoir d'un côté un cinéma de genre et un cinéma qu'on pourrait considérer comme hors genre, a priori. Et donc, on considère un peu intuitivement que certains genres sont particulièrement génériques. Ok. D'autres ne le seraient pas. Euh, et notamment, celui qui ne le serait pas, c'est bien évidemment le drame, un petit peu le grand genre cinématographique qui est un peu sur tout en haut de l'échelle de la difficulté. Le genre non-genre, comme le blanc ou le noir. Exactement. Voilà. Ok. Et donc, tous les autres genres seraient, eux, particulièrement les moins légitimes, particulièrement génériques. Ils suivraient des codes, etc. Après, l'expression cinéma de genre, elle apparaît dans la presse à la fin des années 50, début des années 60. Alors, il y a peut-être des mentions avant, mais j'en ai pas trouvé. Mais dans les années 60, dans un texte de Rivette, dans la Cahiers du cinéma, qui est en fait une retranscription d'une table ronde, dans lequel les critiques des cahiers évoquent euh, le cinéma états-unien. L'expression cinéma de genre apparaît pour désigner en fait des genres cinématographiques états-uniens qui seraient spécifiquement états-uniens. Et Rivette a en tête, quand il utilise l'expression, en fait, la comédie musicale, genre le western et le mélodrame. Et c'est bien plus tard que l'expression cinéma de genre, elle va prendre la couleur qu'on connaît un petit peu aujourd'hui, en fait, plutôt dans les années 80-90, où des revues spécialisées dans le cinéma fantastique vont utiliser cette expression-là. Alors, je pense à Mad Movies, Les Grands Fantastiques, plus tard Starfist, etc. Qui vont en fait utiliser ce terme cinéma de genre pour désigner certains genres cinématographiques dont ils sont spécialistes, le cinéma fantastique, le cinéma d'horreur et la science-fiction. Voilà. Et puis plus tard, cette expression-là, elle va un petit peu se répandre dans la société. Et aujourd'hui, par exemple, le CNC l'utilise pour un fonds de financement dédié au cinéma de genre. Et le CNC a en tête un petit peu des cinémas de genre, surtout le cinéma fantastique. Parfois, il intègre d'autres genres, mais c'est surtout celui-ci. Et horreur et SF un peu aussi. Un peu aussi. La marge. C'est intéressant déjà cette présentation parce qu'on voit qu'il y a quand même un lien avec les périodes historiques. Parce que si Rivette en parle à ce moment-là, c'est quand même parce qu'il y a un peu déjà la naissance du mouvement de la nouvelle vague, de la politique des auteurs, du climat de la mise en scène dans le paysage cancer. Et dans les années 50, il y a le grand âge des comédies musicales, des westerns américains grandioses, que tout le monde connaît, etc. Et c'est vrai que de nos jours, je pense que dans l'esprit du grand public, d'une large partie des gens,
cinéphile ou non, ça renvoie quand même plus directement, oui, au fantastique, l'horreur. Cinéma de genre désigne un peu d'une certaine manière mauvais genre. Ah oui, c'est intéressant, oui. Donc il y aurait le côté mauvais genre au départ un peu populaire et commercial, pas forcément, comment dire, aussi exigeant en termes d'intention d'auteur. Et ensuite mauvais genre un peu brouillé, peut-être catégorie qui frôle des choses, euh, le fantastique, d'hésitation avec un imaginaire pas clair ou des choses comme ça. L'horreur, des choses pas bien fréquentables. Ce qui est amusant, en fait, c'est que quand Rivette utilise l'expression, il est assez ambivalent vis-à-vis de celle-ci. Il faut se remettre dans la période. Les cahiers du cinéma ont une ligne éditoriale qui est très particulière, qui est celle de la politique des auteurs, mais surtout, et on l'oublie peut-être un peu aujourd'hui, c'est une revue qui défend le cinéma états-unien. Oui. Contrairement à Oui. d'autres revues et d'autres critiques, Georges Sadoul par exemple, qui est en horreur le cinéma états-unien, enfin, qui est le groupe critique vis-à-vis de celui-ci. Les cahiers du cinéma vont défendre un cinéma états-unien, mais avec une perspective auteuriste, en identifiant certains auteurs, considérés comme des auteurs, notamment Ford et Hitchcock, et en considérant que ces auteurs-là, quand bien même ils sont inscrits dans un mode de production industriel, cinéma hollywoodien, et que ce sont des films qui sont marqués génériquement, le western, le thriller, etc. Ces auteurs parviennent à se détacher, à transcender le genre. Enfin, c'est tout un ensemble d'expressions qu'on va entendre à l'époque et qu'on entend toujours aujourd'hui. Il y a dépasse le genre, il y a, etc. Et donc, il y a une espèce de rapport à la fois de fascination des critiques vis-à-vis de ce cinéma-là, et en même temps, c'est pas des cinéphiles populaires. En tout cas, ils défendent pas une cinéphilie populaire au sens où on va aimer les westerns. Voilà. On aime Ford qui fait des westerns. Oui, voilà. on aime Et donc, il y a une forme d'ambivalence. n'importe quel film de Ford ou d'Hitchcock, et c'est le combo de Truffaut aussi qui vaut mieux un film raté d'un grand auteur qu'un film réussi qui n'a pas de point de vue d'auteur. Oui, c'est sûr que Truffaut a beaucoup participé à ça aussi avec le livre d'entretien avec Hitchcock. Alors, pour revenir un peu plus à ton travail, donc l'exercice de la passion, comment s'est fait ce lien pour toi entre ce thème de la passion et celui du cinéma de genre? Est-ce que cette thèse, c'est un peu en quelque sorte ton exercice de la passion à l'égard du cinéma de genre? Je crois que ce qui a animé surtout cette thèse-là, c'est une passion pour la recherche et une passion pour les gens passionnés. Voilà. C'est intéressant ça. Désolé, ça fait un peu... Bah ouais, Ça se mais passe dit comme ça. non, parce que je pense que c'est souvent ça. Quand on a une passion pour quelque chose, on est souvent intéressé par les gens passionnés, parce que c'est aussi ceux qui nous apprennent, comment dire, qui nous renvoient l'image de la passion. Là, quand on la porte en soi, c'est un peu une évidence. Et c'est quand on la voit chez les autres, on se dit ah c'est ça en fait. Ouais, je trouve que quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, donc j'ai rencontré tout un ensemble de personnes qui se disaient cinéphiles et donc passionnés par ce cinéma de genre. Je trouvais les gens absolument formidables et assez intrigants, qui ont un amour pour le cinéma extrêmement important. C'est ce qui dicte une bonne partie de leur vie, de leur rythme d'existence, et qui sont capables de s'engager pour écrire sur le cinéma, en ligne, dans des fanzines, dans de la presse, d'avoir des aspirations à devenir producteurs, réalisateurs, scénaristes, et qui s'engagent en fait dans des carrières qui sont souvent incertaines, qui sont largement précaires, et qui pourtant se lancent complètement dedans. Et ça, j'avoue que je trouve ça assez fascinant. Oui, c'est sûr. Et est-ce qu'il y aurait donc dans le cinéma de genre, ou dans ce monde du cinéma de genre, et de tous ces gens que tu as rencontrés, pourquoi est-ce que ce serait beaucoup des passionnés dans le cinéma de genre? C'est valable pour certains, enfin, pour la cinéphilie, je pense, en général, mais c'est vrai que dans le côté cinéma de genre, il y a l'idée d'une espèce de particularité un peu, d'être passionné par un type un peu plus particulier de film. Est-ce que ça concentre, est-ce que ça fait un effet concentration comme ça de gens passionnés par ces cinémas-là, ces cinémas un peu de la marge? J'imagine que souvent, dans les multiculturels qui sont les moins légitimes, comme le cinéma de genre, et qui sont donc nécessairement le moins soutenus par les institutions, les personnes qui ont une appétence pour ce cinéma-là, de la musique, jugée trop populaire ou illégitime, c'est des gens qui généralement vont
prendre à bras-le-corps, justement, ces univers-là, parce que l'industrie ne le fait pas ou le fait peu, et l'institution publique, pareil, délaisse ça, voire le regarde avec un peu de mépris, quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est intéressant que sans doute la dimension potentiellement moins légitime d'un genre quel qu'il soit, y compris au-delà du cinéma au départ, doit avoir cet effet en fait de décuplement de la passion Tout à de ceux qui le représentent, puisqu'ils ne peuvent compter que sur eux pour Exactement. défendre, au-delà de la légitimité, l'intérêt profond qu'ils voient dans cette fin. Alors, ça m'amène à mon autre question sur, comment toi tu as mené cette thèse, qui est j'imagine qu'avant de la commencer, tu avais peut-être certains postulats sur justement comment ce cinéma de genre avait pu évoluer. Qu'est-ce que tu as, vérifié ou qu'est-ce qui a été, modifié par, cette enquête, que tu as faite, pendant plusieurs années et où tu as eu des entretiens avec beaucoup de gens justement de ce monde-là? Quelles sont les choses que tu as vérifiées ou les découvertes, les choses qui t'ont étonné? En fait, la thèse, elle partait d'un postulat qui est finalement assez simple et partagé par les intuitions. On peut tout savoir, c'est que le cinéma français, il s'est spécialisé dans 2 genres cinématographiques qui sont le drame et la comédie. Si on intègre à ça la comédie dramatique, ces 3 genres-là, en moyenne, c'est plus de 80% de la production, plus de 80% de l'offre française en salle. Donc c'est 3 genres, 2, qui sont extrêmement majoritaires. Et ces 2 genres-là, la comédie et le drame, ils sont venus polariser, dialectiser le secteur cinématographique entre ce qu'on pourrait appeler un pôle de production restreinte et un pôle de production élargi. Donc, production grand public, où c'est essentiellement en fait la comédie qui a été investie comme ça. En fait, on fait des comédies populaires qui visent un large public. Et puis le drame, à l'inverse, a été plutôt investi du côté d'un pôle de production restreinte, donc dédié à un public plus réduit, avec comment dire ça, une prétention artistique, ou en tout cas on prétend à proposer quelque chose avec des idées formelles, etc. Plus que la comédie, ou en tout cas on l'affirme plus. Et le cinéma français a délaissé tout un ensemble de genres. Je pense au western, péplum. Oui, c'est vrai que Il n'y c'est a pas de western très français où représenté, c'est extrêmement minoritaire. Enfin, alors je pense, aux Daims de Quentin Dupieux, mais alors western complètement, oui, voilà, enfin, il y a quelques exemples, mais c'est remanié. extrêmement marginal. Et puis, parmi ces genres qui ont été délaissés, le fantastique, l'horreur et la science-fiction, qui apparaissent de temps en temps, hein. Pendant l'occupation, le cinéma français a produit des films fantastiques, mais passé les années 50, le cinéma fantastique d'horreur et de science-fiction, c'est extrêmement rare. Il y a quelques films de la nouvelle vague, si on pense par exemple à Alphaville, mais Oui. bon, est-ce que c'est un film de science-fiction? Est-ce que c'est un Oui. drame? C'est un peu hybride. Un peu hybride. Donc, il y a quelques cas comme ça, et puis il y a surtout des films qui sont un peu, pour le coup, extrêmement marginaux, des petites productions, si on pense à Jean Rollin, par exemple, qui a tourné un certain nombre de films fantastiques, qui frôlent avec l'érotique, voire la pornographie. J'exagère. Puisque le cinéma de genre Très, très, ouais, c'est son format érotique. Voilà, donc, en tout cas, c'est un cinéma qui, le cinéma fantastique d'horreur et de science-fiction française, il se limite à une marge, et par contre, on voit une toute petite partie de l'offre, et généralement, c'est soit des cas un peu exceptionnels, Faville, qui sont un peu des cas à peindre, soit c'est des films qui sont des tout petits films, très peu exposés, et qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont proches de l'érotisme. Enfin, voilà. Bref, à la fin des années 90, on a observé, ou en tout cas un certain nombre de critiques et de journalistes ont pu observer des modifications, l'apparition de films fantastiques français, qui a priori n'existaient pas jusque-là, et en fait c'est toute une ensemble de génération de cinéastes, Luc Besson, Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Jeunet, et beaucoup d'autres qui ont commencé à faire des films, et des films en fait qui ont connu une certaine audience et qui ont été produits dans des conditions plutôt de bonnes conditions classiques, voire dans des conditions de blockbuster. Si on pense par exemple au Pacte des loups de Christophe Gans, je crois que le film est de 2000 ou de 2001. Faudra m'excuser si je dis une bêtise. C'est, je crois que c'est le budget de 35 millions d'euros pour 7 millions d'entrées, quelque chose comme ça. C'était un des premiers films d'ailleurs qui était financé à cette hauteur-là. Et qui a plutôt bien marché, qui a bien marché en France et bien marché à l'étranger.
Donc, ces films-là sont apparus. Et la thèse avait posé cette question-là de comment ça se fait que, alors que le cinéma français s'était spécialisé sur 2 genres, Oui. on s'est mis à faire d'autres choses. Voilà. Qu'est-ce qui expliquait cette apparition Cette apparition de ces plus films. grande de films qui Exactement. étaient dans des catégories moins habituelles? Comment expliquer ce Et on- développement encore fragile, mais qui apparaissait? Tout à fait. Et surtout que les personnes qui s'investissent dans la fabrication de ces films-là, scénaristes, distributeurs, producteurs, réalisateurs, acteurs, etc., enfin, qui lancent ce type de projet-là, ils doivent faire face à deux grands problèmes, d'une certaine manière. C'est que le premier, c'est que c'est toujours plus difficile de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire en comparaison de quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Faire produire aussi. Donc voilà, à partir de quand un producteur se dit, moi je fais d'habitude de la comédie et du drame, ou surtout de la comédie, et puis en fait, je me lance dans le fantastique. J'ai pas l'habitude de le faire, donc je connais moins ce que c'est qu'un scénario, un bon scénario de film fantastique. Je connais moins de techniciens qui sont capables de produire des décors, des effets spéciaux, etc. Il faut trouver un cinéaste qui est capable de s'emparer de ces choses-là, d'acteurs qui sont capables de jouer ces rôles-là. Bon, c'est pas évident, donc comment ça se fait qu'on soit décidé à faire quelque chose dont on n'avait pas l'habitude? C'est un risque important, surtout pour des films où produire un film, c'est plusieurs millions d'euros, donc c'est pas un risque qui est minime. D'autant plus que l'industrie cinématographique, comme la plupart des autres industries culturelles et artistiques, elles sont soumises à l'incertitude radicale quant au succès d'une production. Hein. On ne sait jamais si le film, le livre, la musique qu'on enregistre, ça va marcher, ça va être bien. On peut anticiper autant qu'on veut, s'entourer des meilleurs, des meilleures actrices, des meilleurs acteurs. Qui est quand même effectivement plus conséquente au cinéma les budgets. Exactement. Et ça, c'est irréductible. Ouais. Voilà. Donc, il y a quand même ces 2 gros risques-là qu'il faut assumer. Donc, des personnes qui se sont dit, on va faire des films fantastiques, ils y avaient pensé. Hein. Enfin, voilà. Oui, sans doute. Oui. Ils ont pris ce risque. Ouais. En tout cas, ils ont pris ce risque. Effectivement, les réalisateurs qui ont fait ont eu envie de développer ce tremplin. Donc ça, c'était un peu le postulat, l'idée de départ. Comment voir comment ça apparaît, comment ça se développe. Qu'est-ce qui explique d'ailleurs qu'après, ça va continuer à se développer. Tout à fait. Quelles sont les choses qui t'ont étonné? Les découvertes que tu as faites, les choses que... Parce qu'il y a toujours ça dans un travail de recherche. Souvent, on trouve les réponses qu'on cherche, enfin, sans en faire une règle générale, mais je pense que quand on se confronte vraiment à un objet, qu'on y consacre vraiment du temps, et puis le côté pluridisciplinaire aussi fait qu'à un moment donné, quand même, on trouve des réponses aux questions qu'on avait, mais on trouve aussi souvent, et c'est ça qui est beau, des choses qu'on n'attendait pas. Est-ce qu'il y en a eu? Oui, il y en a eu beaucoup. Notamment dans les rencontres faites, Ouais. mais aussi peut-être sur les enjeux liés à ce cinéma de genre ou à l'exercice de cette passion. Il y a un élément qui m'a marqué, c'est que, en fait, la presse, fin des années 90, début des années 2000, va beaucoup publier d'articles. Il y a des articles dans l'Écran Total, dans le Film Français, quelques articles dans Le Monde, qui vont annoncer une forme de nouveau cinéma français, d'un cinéma de genre français, enfin une espèce de révolution comme ça. Voilà, ça apparaît. Il y a beaucoup de films qui se font. Et effectivement, on fait plus de films fantastiques à la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui que les années précédentes. Mais en fait, cette augmentation de la production, elle s'inscrit dans une augmentation générale de la production. On fait plus de films actuellement que dans les années 80, début des années 90. Beaucoup plus. Hein. Et donc en fait, si on fait plus de films fantastiques, proportionnellement, dans l'offre, ces films-là sont toujours relativement marginaux en termes de nombre. Ouais. Pour autant, on ne les fait pas de la même manière. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, le cinéma fantastique, d'horreur, de science-fiction, il peut, en France, être appréhendé, enfin être produit, distribué et valorisé comme un film, comme un blockbuster à la française, voilà, ou comme un film d'auteur. On a une espèce de polarisation aussi dans le cinéma de genre qui s'est passé entre des grandes productions, Besson, Lucie, c'est une sorte de choses. Belphégor, on a eu aussi, enfin voilà. Même le 5e élément, tout à fait. Qui était un peu surprenant à l'époque. À cette période, on s'est dit que les Français se sont rendus compte, c'est l'un des éléments explicatifs pourquoi il y a ces films-là qui apparaissent, qu'à partir des années 80, en fait, les spectateurs et spectatrices françaises commencent à avoir une plus grande appétence pour le cinéma américain.
Alors que jusqu'à présent, c'était plutôt le cinéma français qui avait la préférence des spectatrices et spectateurs. Et donc, les productrices, producteurs se sont dit, bon, bah, il faut qu'on fasse quelque chose pour récupérer les spectateurs pour des films français. Et donc, on va essayer de concurrencer les films américains en faisant des films américains à la française, ou des blockbusters à la française. Et donc, on s'est mis, enfin, je dis, je n'ai pas participé à ça. Les professionnels se sont emparés des genres qui étaient en fait des genres typiquement américains, typiquement états-uniens. Si on pense en fait aux films qui font le plus d'entrées dans le monde, ce sont essentiellement des films états-uniens et ce sont essentiellement des films de genre. C'est des films fantastiques. Ouais. C'est Cameron, c'est Avatar, enfin, voilà. C'est Spielberg, enfin, c'est tous ces films-là qui apparaissent après Nouvelle Hollywood. Exactement. C'est des curseurs qui, pour le coup, remplissaient bien la case à la fois cinéma d'auteur et cinéma de genre très particulier. Exactement. Et puis avec des réalisateurs, des grands noms. Bah, vraiment, les États-Unis, ils ne se sont pas spécialisés parce qu'ils ont une composition d'offres qui est beaucoup plus diversifiée, mais ils ont très largement investi ces genres-là, le fantastique, l'horreur, la science-fiction, le western, le peplum, tout un ensemble de genres que nous, on a délaissés, et qui en fait sont ces films-là qui font des entrées. Qu'il y aurait un truc qui lierait le cinéma de genre pour ces genres un peu plus spécifiques auxquels il est associé, à savoir fantastique, horreur, SF. Peut-être plus un cinéma de frisson, là où le cinéma français traditionnellement était d'abord du récit et ensuite de l'émotion. Tout à fait. Qu'elle passe par le récit ou par l'image. Bah, et j'y avais pas pensé avant de donner cette liste de films là. Ouais. Quand même un truc un peu comme ça. Ah bah tout à fait. Et puis là, ça tient au savoir-faire des professionnels. L'une des hypothèses en fait de cette thèse, c'était de considérer que les genres cinématographiques, c'était pas juste des propriétés formelles. Par exemple, si on pense à un western, on pense à des propriétés qui sont textuelles, enfin, sur la structure narrative, sur la forme. Ouais, en fait, c'est un cow-boy, c'est un scope, il rentre dans des salons, il tire dessus. Voilà. Les mains sur le col. Exactement. Enfin, voilà, on pense à des éléments de film. Mais en fait, un genre cinématographique, c'est aussi ce qu'on appelle ensuite des chaînes de coopération, c'est-à-dire des personnes qui participent à la fabrication de ce film-là et qui connaissent ce que c'est qu'un genre cinématographique, connaissent le western, connaissent le fantastique et savent le fabriquer. Voilà. Et donc, en fait, c'est pas du tout évident pour un acteur ou une actrice française qui a l'habitude de jouer dans du drame ou dans de la comédie, de devoir la transposer, cette même personne-là, dans du fantastique, dans de la science-fiction, où c'est un autre registre de jeu. Pareil pour des scénaristes, c'est pas la même manière d'écrire. Pour des décorateurs, c'est pas la même manière de construire des espaces, etc. Les chefs opérateurs, les distributeurs qui ont l'habitude de distribuer, en fait, des comédies ou du drame. J'exagère quand je dis ça, on ne fait pas que du drame en France, mais en fait, leur cœur de savoir-faire, il se fait là. Voilà. On sait comment attirer le public. Là, pour du cinéma fantastique, d'horreur ou science-fiction, en fait, il faut réapprendre d'une certaine manière. Disons que ce serait des codes un peu plus spécifiques. Je ne sais pas s'ils sont plus spécifiques que pour la comédie ou le drame, mais en tout cas, ils sont moins connus. Oui. Et donc, oui, peut-être en France, oui. Mais disons que dans les catégories du drame ou de la comédie, il peut y avoir un peu, tout type de drame ou tout type de comédie. Que ce soit sentimental ou pas du tout, ou plutôt aventure, ou plutôt, enfin, voilà. Alors que peut-être que dans le fantastique, l'horreur, la science-fiction, ou peut-être d'autres genres un petit peu plus... remarque, ça dépend si on parle dans le thriller, là ça va toucher plus au drame, et potentiellement tout peut rentrer, mais est-ce que je me suis dit en lisant la thèse et notamment en voyant l'évolution entre le début et la conclusion, où tu montres comment ce monde au départ assez informel, ayant moins de légitimité à la fois institutionnelle et dans les financements, se formalise progressivement avec l'évolution des revues, l'évolution du discours sur le cinéma de genre, puis les modes de commercialisation, de production et de diffusion. Est-ce que ce serait pas aussi cette double nature, parce qu'on arrive donc à la fin, dans ta conclusion, à cette idée que maintenant, le cinéma de genre garde à la fois cette nature un peu particulière, de style effectivement peut-être un peu moins connu, qui avait un peu plus de difficultés à être connu au départ. C'est quand même moins le cas, mais ça reste... c'est pas la majeure partie non plus de la production française. Et en même temps, maintenant, ce cinéma de genre est arrivé
à produire des films à grand public. Tu commences la thèse en parlant de Titane, la Palme d'Or, des films de porno. Voilà, donc maintenant, on serait arrivé à une forme un peu plus de grand écart possible pour le cinéma de genre entre cette origine un petit peu plus spécifique et puis l'accès en fait au dernier échelon en quelque sorte de la production et de la diffusion. Souvent, quand on commence, en tout cas, c'était la manière dont je fonctionnais, c'était de dire bon, j'ai travaillé sur un corpus d'œuvres qui est relativement homogène parce que c'est un corpus que j'ai conçu comme homogène. C'est des Ouais. films qui relèvent plus du fantastique, de la science-fiction et de l'horreur et qui sont des films français. Donc, des films de genre. Et en fait, quand on rentre dedans, on se rend compte que, en fait, un film de genre, c'est au pluriel, hein, et que, en fait, entre un film de Julia Ducournau ou de Marina Twain ou de Claire Denis, et ben en fait, ça n'a rien à voir Ouais. avec un film de Yannick Dahan, un film de Luc Besson, un film de Benjamin Rocher, enfin, et qu'en fait, il y a une pluralité d'œuvres formelles. Alors moi, je suis pas, je fais pas d'analyse filmique, donc je n'ai pas trop de compétences pour vous dire à quoi ça ressemble, à quel type de forme ça peut correspondre. Mais en termes de modèle économique, ça n'a rien à voir Ouais. entre un film qui, comme pour Juliette Chrono, est soutenu par un producteur qui peut profiter du soutien du CNC, par exemple, avec avance sur recette, des aides à l'écriture, d'être soutenu par une Jutta Marté, par exemple, etc. Ou alors un film comme un film de Luc Besson qui coûte beaucoup plus d'argent, qui est tourné en anglais, avec des acteurs anglais, mais c'est de l'argent français, c'est de l'argent qui vient essentiellement alors de sa société à lui, de l'ambition de pouvoir exporter à l'étranger. Enfin, en fait, c'est d'autres montages, c'est d'autres types de sociétés. On ne fonctionne pas du tout de la même Là, manière. ça revient plutôt finalement à la place du réalisateur qui se confronte à peut-être de tourner ce projet-là et comment lui peut arriver à mobiliser des financements. Ouais, alors c'est plutôt le producteur qui va être dans cette situation-là, mais oui, oui, tout à fait. En fait, c'est, on se rend compte qu'il y a une diversité de projets, de films, et que ces projets, ils appellent pas les mêmes sociétés et les mêmes guichets de financement. Et donc, ils s'appellent pas non plus les mêmes espaces de rentabilité. Et disons que le producteur doit faire confiance au réalisateur et le réalisateur doit trouver le bon producteur Exactement. pour soutenir le projet. Oui, d'accord. Donc finalement, ça revient plus, et c'est intéressant aussi parce que c'est quand même beaucoup la manière dont tu procèdes dans la thèse, notamment dans la partie où tu montres comment tu as procédé à l'enquête par entretien. Ce qui ressort un peu de ce que tu dis là, c'est que c'est beaucoup une histoire de personnes. Que ce soit du côté des amateurs ou après du côté de la commercialisation et de la diffusion, comment ces personnes arrivent à se rencontrer. Ouais. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, c'est aussi un des éléments de conclusion, c'est-à-dire que ça devient plutôt, c'est les modes de coopération qui déterminent l'évolution du cinéma de genre tel que tu as pu l'observer. Et je me demandais d'ailleurs, avec tous les entretiens que tu as menés pour cette thèse, donc ça a dû être aussi côté intéressant, de rencontrer tous ces gens. Qu'est-ce qui est ressorti, qui était le plus amusant ou le plus intéressant de toutes ces anecdotes, que les gens ont pu te raconter sur leur parcours, leur cheminement? Je sais pas si j'ai une anecdote en particulier. En fait, ce qui m'a marqué, ça a d'ailleurs donné le titre de la thèse, c'est que pour l'immense majorité de ces personnes-là, ce que j'ai rencontré ou des personnes que j'ai pu côtoyer pendant la thèse, c'est que c'est des gens qui sont passionnés. Voilà. Et qui ont pour ambition, plus ou moins explicite, de transformer leur passion en profession. Pouvoir faire de leur amour pour ce cinéma-là, en fait, l'activité principale, ce qui permet... Ça prend beaucoup de temps, la passion. Exactement. Donc, c'est de trouver les espèces d'équilibre comme ça. Et en fait, ce qui m'a fasciné, c'est ça qui a porté tout l'intérêt que j'ai eu pendant ces années à ce sujet-là, c'est ces personnes-là qui s'engagent dans des cas, enfin, qui par amour pour le cinéma, décident de s'engager dans des chemins qui sont en fait, franchement, quoi. Et quand on voit, oui, des personnes qui sont vraiment dans, en fait, c'est précaire, il n'y a pas beaucoup de travail, c'est incertain, passent leur temps à essayer de monter des projets, que ce soit des projets de revues, de magazines, de fanzines,
des projets de séries, de films, etc. Et Comment ils tiennent en fait? le feu, quoi. Qu'est-ce qui fait que Enfin, ça entretient que le moteur s'auto-entretient? exactement. Enfin, il y a une espèce comme ça de... ils sont habités par quelque chose, quoi. Et en fait, une bonne partie de l'apparition de ces films-là, à partir de la fin des années 90, en fait, on la doit essentiellement à un renouvellement démographique, hein, enfin, Mmh. à l'apparition d'une génération de personnes, de cinéastes, de producteurs, de scénaristes, de maquettistes, enfin, qui, en fait, sont cinéphiles, ont un amour pour ce cinéma-là et ont constaté qu'il n'y en avait pas en France et veulent Ouais, et produire ont ce type. envie, de faire en sorte que ça apparaisse et que ça reste. Exactement. Et ces personnes-là, pour une partie d'entre elles, vont réussir à rencontrer les bonnes personnes, arriver au bon moment. Par exemple, Oui, Canal+, c'est beaucoup ça, hein. qui ont ouais. Ah oui, enfin c'est, à la fois des personnes et qui, bon timing, Au quoi. hasard, favorable, oui. D'ailleurs, ça m'amène à m'interroger, puisque tu disais, c'est ce qui t'a apporté le titre de la thèse, le thème de la passion, d'accord, mais l'exercice de la passion, Mmh. comment ça t'est bon cette, En fait, la passion, je voulais donner, enfin, exprimer dès que la passion souvent on se fait quelque chose qui est très intérieur. ouais, Je suis passionné par ce moteur interne? et en fait, et bien que la passion c'est un faire. C'est faire des choses, Ouais. et on exerce sa passion. Voilà. On Oui, se c'est met ça, en ouais, en bah, oui, mouvement, parce quoi. qu'en fait, on en a besoin. Voilà. Et donc, Ouais, ouais, c'est intéressant. comment tout au long de la vie, on parvient à exercer sa passion. Mmh. Voilà, c'est ça. Dans des conditions parfois amateurs, enfin amateurs au sens où on n'est pas rémunéré, Oui, et puis on fait ça mais on le fait. par amour, exactement. Et puis dans des contextes professionnels où parfois on arrive à en vivre, ou alors parfois on est un petit peu rémunéré, puis on est sur une forme de pluriactivité, donc on fait ci, et puis on a un autre travail à côté. Puis, bah, Mmh. comment on arrive toute sa vie, enfin, ou une bonne partie de sa vie, quand on est habité par une passion, à l'exercer le Ouais. plus possible, quoi. J'imagine que tu as rencontré des types de gens très différents, de ceux Ouais. qui font des revues, à ceux qui sont, plus, liés à la commercialisation ou à des réalisateurs ou d'autres, ça doit être des types de discours différents aussi, puisque c'est des Ouais. places différentes Ouais. dans cet exercice de Ce qui m'a le plus marqué, peut-être, mais ça encore une fois c'est assez transversal, c'est cette espèce de manière dont ils ont à se poser continuellement la question de et ça, que ce soit des cinéastes qui sont de jeunes cinéastes qui font leur premier film, mmh ou alors des producteurs, des productrices qui sont installés dans le milieu et qui ont accès à des guichets de financement, enfin qui ont des contacts avec des chaînes de télévision ou d'autres. Heu, c'est cette question qui se pose continuellement, c'est: on veut faire des films fantastiques. Alors cette volonté-là, elle est assez inégalement répartie, hein, il y en a qui ont très, très, très envie, d'autres qui ont envie, mais voilà. Mmh. Ah mais c'est comment on fait? OK, C'est le comment. comment on fait Comment on exactement? va y arriver? Et comment on fait pour réunir des gens et puis pour réunir de l'argent? Et donc du coup, comment on fait pour monter un plan de commercialisation? Comment on va rentabiliser le film? Quel, financier on va contacter, et cetera? Enfin, Mmh. et ça, cette question-là, il se la pose continuellement. Ouais. Et c'était assez, paralysant, mais étonnant de voir qu'en fait, il y avait rien de véritablement stabilisé qui s'était créé en un temps. Il y a pas une économie du cinéma de genre en OK. France. Mais il y a des croisements, des réseaux, des Des rencontres qui et sont cetera. faites et Exactement. c'est assez encore élastique, Et c'est mouvelant. assez mouvant. OK. Et en fait, ça tient, par exemple, Canal+ a pendant un temps, financé, des films fantastiques. C'était à l'initiative, d'un comment expliquer ça sans être, trop long? Il y avait un département, d'écriture au sein de Canal+, qui a aidé à l'écriture de scénarios d'un certain nombre de personnes. Des personnes qui venaient de la presse, qui se sont mis à lire des scénarios, qui sont devenues elles-mêmes productrices, Ah un oui, producteur, d'autres, cinéastes. Des boîtes de qui production ont se sont changé de montées. place dans Exactement. Et en c'est marrant fait, ça. heu ça a créé des films, ça a lancé des Mmh. projets. Puis, les personnes sont parties, ont quitté Canal+, par exemple, et puis hop, ça s'arrête. Voilà. Mmh. Et comme quoi, en fait, ça tient pas beaucoup de personnes, hein. Là, ça a la volonté Ouais, de ouais. quelques Des personnalités, des espèces de points de bascule comme ça un peu décisifs où finalement ça met en exactement, mouvement le reste, quoi. exactement. C'est intéressant.
Et vraiment, Canal+, il y a eu vraiment deux périodes, au début des années 2000 et puis à la fin des années 2000, années 2010, avec pas tout à fait les mêmes personnes, mais avec la même ambition de vouloir faire du cinéma fantastique à la française. Et à chaque fois, ça tient à une ou deux personnes. Et quand ces personnes-là décident de faire autre chose pour X ou Y raison, de changer leur plan, etc., ben, ça Ouais. s'arrête. Et puis, il faut attendre un autre endroit de l'espace social pour que ça réémerge. Ouais, bah, c'est aussi comment dire, un peu le mystère de comment les choses se produisent, quoi. Ouais. Et pour conclure, alors, quelle évolution tu vois actuellement pour le cinéma de genre? Quand tu ouvres la thèse, tu mentionnes donc à la Palme d'Or des Gitanes, et c'était un peu, comment dire, pour la première fois, un film reconnu comme ça par une réalisatrice BAM et autres. Est-ce que voilà, cette ouverture à peut-être des cinémas, des modes donc de production un petit peu plus soutenus par l'institution, ou un peu plus réalisés par des femmes, ou voilà, quelle est l'ouverture actuelle selon toi du cinéma de genre? Qu'est-ce qui pointe à l'horizon? Bah, du côté du genre, enfin, au sens gender, la profession de cinéaste, elle a eu tendance à se féminiser. Alors, se féminise doucement, Relativement, mais tout de même, mais relativement, voilà, soyons optimistes. mais un peu tout de même. Je crois que c'est 20% des cinéastes qui sont des femmes. Ouais. Et donc, dans le cinéma de genre aussi, ça s'est féminisé. Mhm. On a des cinéastes femmes qui sont apparues et qui généralement sont associées à la partie la plus autoriste du cinéma de genre. Mhm. Voilà. Si on pense par exemple à Julie Ducournau, qui avec Titane et Grave a eu le prix Louis Deluc, aussi un prix extrêmement prestigieux. Si on pense à Marina Adval, qui vient aussi de la Fémis, qui a été actrice, puis qui a fait plusieurs films. Si on pense à Claire Denis aussi, qui a fait quand même plusieurs films. Si on pense à Hélène Caté, Ono Fanzani, donc c'est un couple, mais c'est un duo plutôt positionné côté autoriste, on va dire. Ouais. Voilà, donc c'est Mais des films qui ont quand même eu leur succès, donc qui finalement réunissent un peu les tout à deux fait. extrêmes. Qui ont eu un succès commercial relatif, mais qui ont surtout eu un succès Un écho, quoi. soutien de l'institution, enfin l'institution des revues, de la presse, de la critique. Voilà. Mais c'est ça aussi après qui porte ses fruits Ouais. pour arriver à financer d'autres projets. Ah bah tout à fait. Bien. Bah, écoute, je suis sûre qu'on pourrait en parler encore pendant 10 heures, en tant que passionné par la passion. Et puis, bah oui, écoute, c'est une belle perspective quand même, cette évolution du cinéma de genre. Ouais. Oui, enfin en tout cas ça donne à voir une offre cinématographique française beaucoup plus diversifiée qu'à une vingtaine, trentaine d'années, avec beaucoup de genres des gens qui étaient très désinvestis, qui le sont un petit peu plus aujourd'hui, et puis même des profils de cinéastes qui peuvent aller de la comédie au fantastique. Je pense que des gens comme Quentin Dupieux, par exemple. Ouais. Oui, ça m'est venu là Ouais. tout à l'heure, parce que lui, pour le coup, c'est vraiment très hybride, très particulier, et en même temps très lié à son point de vue à lui, mais finalement, ça mélange plein de genres. Tout à fait. Et donc on est plutôt dans cette selon chaque film, en fait. et on est plutôt dans cette période-là, j'ai l'impression, dans le cinéma français actuel, parce que ça va perdurer, je sais pas. Non, mais ça donne de films assez inventifs, donc c'est le truc Oui. de mon côté. Donc venez nous filles. Bah oui. Non, et puis c'est bien que le modèle états-unien ait servi à la réinvention d'un certain nombre de choses dans le cinéma français. Enfin, c'est ça qu'on peut espérer des transferts culturels ou du désir qu'il soit commercial ou esthétique, de faire un film à la française, mais en s'inspirant d'autres choses, quoi. Donc oui, non, ça donne un paysage assez intéressant. Et c'est assez rare ce genre de thèse, en fait, qui s'attache vraiment à décrire l'évolution d'un secteur, du point de vue à la fois des enjeux commerciaux, de production, de diffusion, de circulation. Peut-être toute dernière question, que tu as dit que tu travaillais un peu en postdoc maintenant sur ces questions. L'évolution des plateformes ou de la VOD ou des modes de diffusion actuels qui se sont beaucoup développés a dû évidemment participer aussi, non? Et peut-être va aider encore au développement de ce cinéma de genre. Bah, le cinéma français a été est toujours très dépendant du financement des télévisions. Les télévisions qui financent une grande partie du cinéma français, notamment avec les obligations d'investissement auxquelles elles doivent se soumettre.
Et ça explique aussi pourquoi en France on a beaucoup de comédies. Parce qu'en fait, des chaînes de télévision, Oui. comme ça TF1, M6 notamment, qui en fait proposent un divertissement en public, en tout cas essayent de proposer des œuvres cinématographiques qui peuvent contenter un public assez divers, familial, etc. Canal+ était un petit peu venu chambouler tout ça, justement en essayant de financer un cinéma un peu différent. Il y avait vraiment cette ligne éditoriale-là chez Canal, qui existe toujours d'ailleurs, hein. On fait des films comme on n'en fait pas en France, on va pas regarder cette- Et puis, avec l'arrivée des plateformes, il y a eu un petit peu ce même phénomène-là. Alors, les obligations d'investissement sont arrivées un peu tardivement, un peu plus tard. Mais les plateformes Netflix en particulier a essayé d'investir ces genres-là à travers des séries, quelquefois à travers des films. Il y a le film de Alexandre Aja, par exemple, Oxygène, qui avait été acheté par Netflix et diffusé sur la plateforme. Donc c'était un nouveau guichet de financement pour ce cinéma-là. Après, ça reste des montants par an qui sont relativement faibles à l'échelle du secteur cinématographique français. Oui, ouais. Oui, je pense à la série Machine que j'ai pas encore regardée, mais qui est projetée dans Arte. Parce que c'est du drame social, mais en même temps le côté un peu Kill Bill. Ouais, Kill Bill, X-Titan, je ne sais pas quoi avec le Star aussi. Enfin, je sais pas, j'ai pas encore regardé. Il paraît que c'est un objet assez intriguant. Et pour le coup, c'est rare en termes de séries françaises. Tout à fait. Mais Arte c'est lié un peu à cette évolution-là. Ouais. Arte tente des choses en termes de séries. Enfin, se positionne sur c'est une chaîne qui se positionne sur des projets qui sont franchement audacieux. Oui, et qui sont souvent récompensés. Tout à fait. C'est ce qu'on aime. Bon, merci beaucoup. Oui, merci à toi. C'était un très bon entretien, très intéressant et très riche. Et puis, bon courage pour la suite de la recherche sur les autres enjeux commerciaux liés aux plateformes et autres. Tu vas pas manquer non plus de sujets de travail. Voilà. Merci beaucoup.